Good afternoon. Donc, bon après-midi. Je m'appelle Ingrid Fersing, je suis historienne de l'art. Et j'ai promu donc l'art et la littérature à Paris, en France, depuis un certain temps. En France. Maintenant, je travaille au Danemark en tant que membre du comité scientifique de ce festival. Je souhaitais vraiment vous présenter l'architecture contemporaine danoise à ce festival. Et j'ai vraiment plaisir aujourd'hui à faire partie de cette table ronde en tant que modératrice avec deux spécialistes de pointe. Christopher Lindhardt-Weiss, historien de l'art, et fait atelier d'architecture. Il a représenté le Danemark dans un certain nombre d'événements et d'expositions, ainsi que des projets danois, y compris la Biennale de Venise d'architecture en 2006. Avec le Lion d'Or, Christopher a publié abondamment, il est le directeur aussi de Architecture School, donc presse danoise, sur l'architecture. Quant à Martin Surbank, c'est un historien de l'art, doctorat donc sur l'architecture des beaux-arts, professeur assistant en histoire de l'architecture au Royal Danish Academy. Martine est présidente aussi donc de l'Association des historiens d'art dans son pays. Au cours des 30 dernières années, le Danemark et Copenhague plus notamment ont vu une période de transformation radicale dans un certain nombre d'aspects donc de l'architecture pour la réalisation transport, infrastructure de transport, création d'un métro, extension des aéroports, la construction de ponts, permettant donc la construction ou l'élaboration de nouvelles zones géographiques, ne serait-ce qu'entre le Danemark et la Suède, par exemple. Les bâtiments institutionnels de briques, et c'est le cas de la Bibliothèque royale, de l'Opéra ou du Théâtre royal, ont tous revêtu dorénavant de la pierre et du verre. Ils ont commencé donc à développer une architecture de telle sorte que des quartiers entiers ont émergé au sein même de la ville. Au cours des 20 dernières années, les entreprises, les ateliers donc d'architecture se sont transformés. Ils ont aussi changé leur façon de comprendre le monde d'aujourd'hui et de demain. C'est un monde qui est soumis aux conséquences de la crise climatique, de la mondialisation croissante, des mouvements de population et de l'urbanisation. Cela a créé de telles percées qu'on pense à de nouvelles façons maintenant de penser l'architecture danoise, pour reprendre le titre d'un de vos livres, chers collègues. Christophe va vous présenter donc ce nouveau segment de l'architecture contemporaine. Leur présentation est en fait une marche, un parcours dans les villes. Chacune de ces présentations va durer 15 minutes, suivie par un moment de partage de leur présentation, en soulevant des questions et des sujets peut-être de discussion. Bien sûr que vous pouvez participer et notamment poser après cette demi-heure des questions. While preparing this roundtable, Dans la préparation de cette table ronde, nous sommes tous les trois accordés sur les aspects cruciaux qui étaient ceux de la crise ou le changement climatique. Nous nous sommes dit que ce n'était pas l'un des sujets qu'il fallait approcher, mais vraiment l'élément critique, l'une des raisons essentielles pour laquelle l'architecture aujourd'hui et le changement d'urbanisation qui s'y rattache doivent être envisagés. C'est une façon nouvelle au Danemark de regarder cette architecture. All right, I hope the mic is fine. First of all, thank you for this very... D'abord, merci de cette introduction des plus généreuses. Merci surtout de l'invitation généreuse qui nous est faite de venir présenter aujourd'hui. Je suis très fière de faire partie de cette table ronde cet après-midi. Avec Christopher, nous avons une présentation
La mienne se centrera sur les espaces publics. C'est peut-être un bon point de lancement puisque nous avons comme thème de ce festival les peuples. Je ne vais pas vous dire ce que veut dire l'espace public contemporain. Ça fera peut-être partie d'une discussion ultérieure. Mais la fonction même des espaces publics dans un contexte urbain est importante. Je vais vous montrer un certain nombre d'exemples de projets donc, de Copenhague qui vous donneront une idée des différentes tendances dans le design architectural de ces espaces publics à Copenhague qui vont vous illustrer l'intérêt que l'architecture contemporaine danoise et d'autres d'ailleurs chargés de cette organisation vont nous aider à mettre en avant. Et puis je vous montrerai 6 projets différents. Je ne sais pas comment j'ai réussi à les organiser en catégories. C'est peut-être pas quelque chose que vous allez reconnaître. Mais enfin, j'essaie quand même de souligner les intérêts spécifiques sur ces sujets. En sélectionnant ces projets, j'ai quelques exemples aussi d'espaces publics plus classiques, des surfaces que je vais vous expliquer. J'ai aussi des projets qui viennent carrément de l'étude des infrastructures à ce moment-là. Et Ingrid en a parlé un petit peu dans son introduction par une mise en valeur de certains éléments, vous le verrez. Et puis je parlerai aussi du changement climatique et comment nous devons nous adapter dans la scène urbaine à ces changements climatiques. Qu'est-ce qui a été fait sur les espaces publics et urbains pour justement s'adapter? Alors, ces exemples vous donneront une idée un petit peu de ce qui se passe, de ce qui s'est passé au cours des 10 dernières années, 10-15 années à Copenhague. So the first project I will introduce to you is Alors d'abord, premier projet, Kvæstrosmålen. Impossible à traduire et à prononcer, dit l'intervenant. C'est un projet donc sur le port, sur le front portuaire de Copenhague. Vous savez, on a des grands projets architecturaux qui ont lieu tous les 20-25 ans, pas simplement à Copenhague. Enfin, à Copenhague en tout cas, le port devient d'un port industriel. Enfin, en général, d'ailleurs, dans ces aspects, comme tout aspect portuaire, enfin, c'était vraiment une ville industrielle à une ville post-industrielle, vous verrez, et même au-delà. Il y a un grand nombre des espaces le long des quais ont été ouverts, ont été changés, ont été réénergisés, régénérés en quelque sorte, sous différents programmes. Nous avons de nouveaux musées, des centres culturels, l'opéra, le théâtre que vous connaissez, là, le port lui-même, bien sûr, et des logements. Ça, c'est une photo historique. Voilà ce qu'était il y a des décennies le port. Vous voyez donc les grues, les cargos, les bateaux qui rentraient. C'est une ville quand même très populaire. Copenhagen, c'est le port, le havre du port. Et au milieu de Copenhague, au milieu du port, il y avait toutes ces activités. On ne le voit pas vraiment. Le château n'est pas loin, vous voyez là. Une partie de cette zone ici, c'est là où maintenant les nouveaux centres de jeux, de théâtre ont été ouverts. Des entreprises ont même converti, si vous voulez, les bâtiments où ils étaient. Voilà ce que c'est maintenant. C'est une transformation qui est très simple comme espace. On l'a transformé en scène publique. C'était ça l'idée, puisque les espaces publics étaient près des zones de jeu, des zones de théâtre. Pourquoi à ce moment-là ne pas installer de nouveaux programmes en changeant les fonctions et parfois, les utiliser pour des interventions d'ordre public, mais jouer entre deux, le jeu. Donc c'est une surface de béton très simple qui représente un petit peu la rugosité d'un port. C'est ce qu'on a voulu faire, c'est l'intention par ces lignes très simples sur donc une surface bétonnée, retravaillée. Et ça réagit, regardez joliment, donc au soleil couchant. Regardez, quelques pavillons qu'on peut utiliser dans différents programmes, des cafés, en métal, tout en métal.
une ligne un petit peu uniforme. C'est un nouvel horizon donc, que nous avons sur le port. Ça, c'est un très très long quai qui avançait dans le port. Et puis, juste au point du port où le port s'ouvre un petit peu sur la mer, on a l'impression que ça devient une rivière. Il s'ouvre sur la mer, en fait. C'est la mer Baltique, puisque vous connaissez la situation de Copenhagen. Regardez le palais royal dont je vous parlais, qui est au centre du port, près tout à côté, donc des vieux entrepôts. Et puis au bout de ce quai, qu'est-ce qu'on voit? On rentre, on glisse dans l'eau. Et c'est une façon d'articuler la façon dont la ville est reliée à l'eau. C'est très poétique, c'est très simple, c'est très spatial. Avec donc, un espace public énorme qui peut être utilisé. Et vraiment, c'est un endroit où on se balade pas mal. Après, un autre projet urbain, une sorte de square urbain, la piazza a été régénérée, mais c'est un petit peu plus urbain, vous allez voir. On appelle le square d'Israël, Square Platz, la place d'Israël. C'est là une zone où donc nous avions des tas d'éléments historiques au milieu donc des années de 1850, milieu du 19e siècle. Il se passait pas mal de choses. Après, regardez, on a construit de nouvelles maisons, la cité s'est agrandie, ça c'était le fin 19e. Les maisons se retrouvent autour de cette place, c'était des résidences de niveau assez élevé. Il y avait un marché à un moment dans cet espace urbain. Et c'est une des plus grandes places, c'est un des plus grands espaces urbains historiquement qui était utilisé. Mais il y a d'autres fonctions, c'est devenu un parking pendant un certain nombre d'années. Donc ça n'avait pas de qualité publique et donc on a, par différents programmes, essayé d'offrir une autre approche. On a décidé de transformer cette place. Il y avait un parking en sous-sol qui avait été lancé dans les années 70 et on l'a mise en valeur. Et voilà la nouvelle intervention. Vous avez donc un nouveau marché, une nouvelle place, une nouvelle piazza. Devant, c'est le marché aux légumes. C'est un marché alimentaire, c'est tout. Toutes sortes de nourriture. À côté, un des parcs publics, vous le voyez, qui est ce qui reste de l'ancien grand parc. C'est vraiment des sortes de douves du palais, il y avait des petits marais, des lacs, etc. C'est ce qui reste. Et le palais n'est pas loin, comme vous le voyez. Ça a été vraiment ce que l'on a souhaité dans le design de cette place. Regardez aux angles. Les angles se relèvent un petit peu. En haut à gauche, par exemple, c'est très visible. En haut à droite, c'est très visible. Donc la place se relève un petit peu, tout simplement pour montrer là où étaient les remparts. Les remparts. Il y avait des remparts juste là, pas loin du château, et puis bien sûr la partie inférieure plus basse, en sorte de glacis. Et c'est là un élément d'eau très très faible en bas, et puis donc le lac. Ça reflète un peu l'histoire, et les douves, si vous préférez, les douves. De nouveaux programmes ont été lancés dans ces facilités. Et c'est très, très, très populaire comme parc. C'est essentiel dans l'organisation centrale, très populaire. On y vient, on s'assied, on fait du sport, on regarde les gens. On va au marché faire ses courses. Pas loin de cet espace, on a une gare. C'est la plus grande gare du Danemark. Beaucoup, beaucoup de monde comme espace. Très fréquenté. C'était comme ça. Historiquement, c'était comme ça. Début XXe siècle à gauche, l'autre un petit peu plus récente. Et vous voyez plein de trafic, de voies, de routes. Quelques installations autour de la gare, mais ça n'était pas un espace satisfaisant. Là, on souhaitait vraiment passer du temps, flâner. Le bureau architectural, je dis bien, a fait une analyse de tous les flux de cet espace. Ils l'ont cartographié, là où les piétons allaient, où est-ce qu'ils marchaient dans cet espace. Vous voyez toutes ces lignes, c'est donc vraiment la cartographie des flux de piétons.
C'est ce qui a déterminé le design de l'installation autour de la gare. Donc les nouveaux bâtiments sont en blanc. Les formes de ces bâtiments sont faites en but, puisqu'elles sont déterminées par le flux, très pragmatiquement. On a cartographié, je vous dis, là où les piétons bougeaient, où étaient les connexions, ce qui a permis d'informer sur le design des bâtiments. Et voilà, de façon aérienne, la vue aérienne de ce que cette gare maintenant représente. Et vous voyez toutes ces formes? Suite à la cartographie, elles sont exécutées, mises en application. Autre chose tout à fait importante dans cette transformation, c'est que les routes ont été déplacées d'un côté en quelque sorte. Donc le trafic a été rejeté, là, a été changé. On a changé le schéma et on a pu créer encore un nouvel espace public plus près des zones commerciales. C'est une sorte d'ouverture ou d'entrée vers la zone de boutique. Regardez en bas, nouveaux espaces piétons qui ont été créés où les gens pouvaient aller plus librement, à pied ou en bicyclette. Regardez, voilà l'un des pavillons. Ça vous donne un peu un sentiment architectural, léger, ouvert. Encore un. La gare. De nouveaux îlots en quelque sorte, là où on pouvait installer de nombreuses bicyclettes. Vous savez qu'à Copenhague, on aime bien le vélo. Je crois que c'est un tiers de l'ensemble de la population de Copenhague qui prend son vélo tous les jours pour aller au travail, étudier, enfin qu'importe où ils aillent. Et ces îlots qui ont été conçus sont légèrement plus bas que les zones piétonnes. Et nous avons là plus de 2000 vélos qui peuvent être parqués. Autre projet pour les bicyclettes, c'est ce qu'on appelle le serpent au vélo, le serpent à bicyclette, des bicyclettes. Vous savez qu'ils aiment bien construire des ponts, les Danois. Voilà un exemple, un petit pont. À Copenhague, on a construit ces ponts pour relier des zones de la ville qui n'étaient pas connectées auparavant à la ville. Ici, c'est une partie reconstruite sur l'ancien port. En bas à droite, vous avez une sorte de centre commercial. Vous avez de nouvelles maisons, des résidences, des appartements. Et pour relier tous ces quartiers à l'autre côté du port, puisque c'est une rivière avant d'arriver à la mer, voilà, on a créé ce pont. Et puis ce serpent en bicyclette en rouge, serpent en bicyclette, dans la partie inférieure de l'image. Ça a été créé pour relier le pont existant avec donc l'ensemble des résidences en bas. Parce qu'avant, d'abord, le niveau n'est pas le même des deux côtés. On ne voulait pas avoir deux niveaux. Ça serait juste pour les cyclistes de passer de ce bas, prendre leur bicyclette et remonter vers le pont, vers le quai pour passer le pont là-haut. Et bien maintenant, voilà, par ce petit pont créé, c'est une connexion que l'on emprunte beaucoup à vélo, là voilà, pour aller d'un côté à l'autre de la ville. Je pense que cela exprime l'ambition du conseil municipal de Copenhague d'accommoder les cyclistes et de promouvoir les transports publics, évidemment, mais également la bicyclette, le vélo. Et parce que c'est un moyen de transport sain et facile pour se mouvoir dans la ville, pratique. Et voici des espaces de récréation où l'on peut se prendre le soleil, on peut même se plonger dans l'eau en été. Et voici des projets de paysage, mais également qui est un peu différent des deux autres projets. Les deux
projets sont construits par le studio d'architectes SLA et les deux traitent l'adaptation au climat, mais de différentes façons. En 2010, la mairie de Copenhague a décidé de lancer une stratégie pour faire face aux futurs changements climatiques à Copenhague. Il a été prédit que l'un des plus grands risques de changement climatique à Copenhague serait les inondations de par des pluies plus abondantes qui auraient lieu les prochaines années. Et donc, ils ont décidé d'adapter la ville à cela. Il y a deux façons de le faire. D'agrandir le système d'égouts, mais ça aurait coûté très cher. Et au lieu de faire cela, la mairie a décidé d'utiliser plus l'eau de pluie qui tombe dans le sol et de changer beaucoup d'espaces urbains afin de faire en sorte que la pluie qui tombait soit absorbée par le sol, afin que aussi l'eau ne soit pas toute de l'eau qui aille dans les égouts, parce qu'à la fin, les égouts seraient bouchés, car il n'y aurait pas assez d'espace dans les égouts pour recevoir l'eau, et donc ça donnerait peut-être lieu à de l'eau polluée, car l'eau potable se mélangerait à l'eau polluée des égouts. Et donc, ils ont décidé de changer de stratégie et de lancer une nouvelle stratégie, mais qui mettra 20 ans à transformer Copenhague complètement, mais ça a lieu de petit à petit. Et en fait, lorsque de grandes structures sont construites, voici un nouveau centre de recherche et d'éducation, enfin d'enseignement à Copenhague. Et en fait, ce n'est pas le bâtiment qui m'intéresse, mais le parc qui entoure ce bâtiment. Ça s'appelle comme un parc, ça s'appelle un peu le parc de la nature et de la santé, et c'est lié à la faculté de la médecine de Copenhague, donc c'est lié à ce sujet de la santé, et c'est un parc qui peut absorber l'eau de la pluie à Copenhague. Nous voyons que certains des bâtiments ont également des toits, disons, végétaux, pour absorber la pluie. Et donc, l'eau de pluie est réutilisée dans le bâtiment pour les toilettes. Donc, on réutilise cette eau. Il y a un chemin, une piste cyclable de 300 mètres. Enfin, c'était très long. On voit un peu cette piste cyclable qui ressemble à un serpent. Et une référence, une inspiration pour ce projet, c'était l'aspect qu'avait ce quartier avant la construction de ce bâtiment. C'est un quartier à forte densité de population. Ce sont surtout, c'était surtout des logements. Après la démolition des bâtiments qui étaient là au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, voici un tableau du début du 19e siècle. C'est de Christian Købke, l'un des célèbres peintres de l'âge d'or danois. Ce n'est pas l'endroit exact, mais cela vous donne une idée de l'aspect qu'avait ce quartier au 19e siècle. C'était une région très rurale pour l'élevage, et c'est une atmosphère que les architectes ont essayé de réintroduire, donc de donner une image plus sauvage de la nature, même si maintenant ce quartier est très urbanisé. Donc ils ont introduit 60 espèces de plantes différentes pour créer une atmosphère, disons, plus sauvage, avec beaucoup de terrasses pour les étudiants, pour les chercheurs, quand ils font une pause, ou pour les personnes qui se promènent à vélo. Donc l'idée, c'est d'avoir une nature plus sauvage dans ce quartier. Et c'est un peu aussi l'esthétique de ces studios d'architecture SLA. Ils aiment le contraste entre le rationalisme et l'urbanité et
la nature plus riche, sauvage. C'est une nature qui n'est pas tellement soignée, elle est un peu sauvage. Donc ils insistent sur le fait que non seulement il s'agit d'avoir une expérience visuelle, mais également sensorielle, odorante. Comme vous le voyez ici, voici l'image un peu d'une prairie qui est comme il y en avait auparavant dans ce quartier au 19e siècle. Donc, voici un autre projet. C'est un projet d'adaptation climatique énorme aussi du studio de SLA. Ça s'appelle le premier quartier du climat à Copenhague, qui suit une stratégie pour transformer non seulement les toits, mais les cours et les jardins. Avant, c'était une avenue assez ennuyeuse, longue, avec quelques arbres, mais elle a été transformée récemment par le studio SLA pour recevoir la pluie. Vous voyez des bassins qui reçoivent la pluie, qui sont parfois pleins, qui sont parfois vides. Et puis, il y a beaucoup de nature sauvage avec beaucoup d'espèces d'arbres et de fleurs. Donc, c'est beaucoup plus sauvage et cela choque un peu avec notre idée de de l'image que devrait avoir une ville. Et il y a aussi de vieux arbres, même des arbres morts qu'ils ont placés là, car les arbres morts sont excellents pour encourager la biodiversité dans ces domaines-là, aident à loger des oiseaux et des insectes dans ces arbres morts. Et aussi, s'il pleut beaucoup, cela pourra peut-être ressembler à cela dans quelques années. Et donc, voilà, je vous remercie de votre attention. C'était donc ma présentation. J'espère que je n'ai pas été trop long. Merci beaucoup, Martine. Et merci, Ingrid, de cette excellente introduction. J'aimerais être un historien de l'art, mais en fait, j'ai fait des études de philosophie, mais je respecte beaucoup votre profession et la langue française. J'ai fait des études à Paris, en fait, mais je respecte trop la langue française et donc je n'essaierai même pas de parler en français dans ma présentation de par ce respect que j'éprouve pour la langue française. Et je vous prie de m'en excuser. Donc, Copenhague, en tant que ville, est une réussite historique, comme vous le dites, mais c'est également un échec fondamental. Et ça, c'est un curieux paradoxe, n'est-ce pas? Car il est vrai que c'est une ville très aisée, où il y a beaucoup de richesses, mais c'est une ville qui passe aussi par une grande crise qui est aussi qui renferme aussi une certaine hystérie. Et dans l'architecture danoise, on pressent la sensation de l'urgence. Et ceci de façon assez profonde. Et je vais vous montrer des exemples ici qui prouvent que ces changements ont lieu et vont vraiment changer la ville. C'est un livre que j'ai publié il y a quelques mois qui s'appelle Critical City, cité critique, et cela a trait à ce problème de crise et à la façon dont les urbanistes affrontent celle-ci. Nous nous trouvons dans une ville post-industrielle. Vous avez montré de très belles photos, Martine. Et évidemment, le port était une infrastructure industrielle. C'était une espèce d'autoroute polluante de bateaux pour l'industrie. Et c'est une partie du succès de Copenhague. Ce port a été nettoyé, l'eau est parfaitement propre, vous pouvez vous y baigner où vous voulez. Et
on voit que ce n'est plus une utopie, mais c'est, disons, la ville de Providence, n'est-ce pas, avec une excellente qualité de vie réelle, hein, bien réelle, mais elle se trouve à un moment où des choses commencent à se passer. Et les architectes se demandent ce qui remplacera la ville industrielle. Que sera une ville post-industrielle? L'un de ces artistes est le groupe de Blank Finish et ils sont en train de finir une usine de traitement de déchets qui était un peu avant une usine, un endroit pollué, c'était un peu un endroit laid. Et maintenant, c'est devenu un parc de récréation, de loisirs, avec une piste de ski tout en haut de cette usine. Je vous la montrerai. Et en fait, c'est le symbole du changement de la cité. L'air est propre juste à côté de ce cheminée qui se trouve tout en haut du parking, car la technologie climatique est tellement bonne maintenant que l'on peut nettoyer l'air depuis l'usine de traitement de déchets que l'on peut utiliser ce parc, on peut aller ce parc, c'est tout à fait sûr. Donc, ils ont proposé, je suppose que vous savez que le Danemark est aussi plat qu'une crêpe, et ainsi que Copenhague. Donc, ils ont proposé, mais les Danois sont parmi les Européens qui skient le plus. Donc, nous allons en France pour skier ou en Italie. Alors, ils ont décidé de placer une piste de ski en plein milieu de Copenhague. Donc, il y a donc cette usine à déchets et puis au-dessus, il y a ce toit et ils ont mis un parc accessible au public. Et au-dessus de cela, évidemment, ça, ce n'est pas Copenhague. Mais à l'intérieur de cette usine de traitement de déchets qui traite tous les déchets de Copenhague, eh bien, voici une illustration d'une piste classique. Et ils sont installés au-dessus de ce bâtiment. C'est pour dire que si l'on arrive à nettoyer l'air assez, si l'on arrive à utiliser toute la technologie environnementale qu'on en a maintenant, on peut créer ces espaces urbains merveilleux. Et je vais vous montrer. En fait, la piste de ski ressemble à celle de Sochi. Ils sont en train de finir le projet et évidemment, ce sera le symbole de la nouvelle Copenhague. Donc, ces architectes eh bien, vont au-delà de leurs limites et essayent vraiment de lancer cette idée selon laquelle les architectes devraient s'adapter au changement. Et si on utilise toutes les nouvelles technologies, on pourra apporter vraiment de la valeur aux espaces publics. J'ai décidé d'inclure un projet similaire qui est à New York, mais qui suit le même principe sur ce qui était donc, qui montre que ce qui était une crise peut devenir extraordinaire. Vous savez que l'ouragan Sandy a dévasté Manhattan. Et après cela, la ville de New York a demandé à des studios d'architecture de résoudre, certains d'entre eux très importants, de résoudre ce problème d'inondation et d'ouragan. Et donc, il y a eu un projet de lancer le Grand U, qui s'appelle le Grand U. Et ils ont donc pensé à une crise que les villes comme Copenhague affronteront. Des grandes quantités d'eau vont inonder les villes. Et donc, faire de ces barrières d'eau, pourrait-elle devenir des parcs de loisirs? Eh bien, c'est ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Ils utilisent l'infrastructure existante pour construire de nouvelles barrières contre les inondations, pour répondre aux besoins des personnes et pour les transformer en des parcs couvrant tout le sud de Manhattan, de l'île de Manhattan. Donc ça, c'est une réponse à la crise. Mais l'idée, c'est que cette crise que l'on affronte
peut être une fantastique opportunité pour la ville. Et je crois que c'est l'attitude la plus intéressante là. L'attitude des architectes, c'est nous ne sommes pas, nous ne sommes pas sous une malédiction, nous n'avons pas à accepter ce destin sans rien faire. On peut faire quelque chose. Donc, lorsque la crise arrivera, c'est-à-dire lorsque l'inondation arrivera, comme on le voit à gauche, eh bien, cette infrastructure saura y répondre. Et à droite, on verra que quand la crue aura cessé, eh bien, l'endroit pourra être un endroit public. C'est donc un exemple de cette architecture qui pense aux nouvelles générations et à affronter ce problème de changement climatique. C'est un projet que j'ai co-financé. Je n'en fais plus partie. C'est pour cela que maintenant, ce studio d'architecture fonctionne très bien. Et évidemment, comme vous le savez, les bâtiments représentent 35% de l'énergie utilisée dans le monde et 40% des émissions de CO2. Donc, il faut faire quelque chose si on veut régler le problème. Et voici ce qui se passe. Nous savons que d'ici à 2050, 3 milliards de personnes auront besoin de nouveaux logements. C'est un fait, mais les prix augmentent, comme vous le savez tous, dans des villes comme Paris, Copenhague ou Londres, ce qui veut dire que seuls 7% des adultes ont accès à un financement pour le logement, un financement formel pour le lancement. Mais pensez à Paris il y a 20 ans ou même 30 ans, ou New York il y a 30 ans, Copenhague il y a 30 ans. Ce sont des villes tout à fait différentes. On réécrit le mythe des villes. En 2 ou 3 décennies, cela a complètement changé. C'est passé d'être un espace inclusif à un espace exclusif. C'est un des plus importants problèmes de tous les temps. Comment offrir un logement décent à toutes les personnes? Et moi, je ne suis pas politicien, donc je dois dire qu'évidemment, il faut qu'on essaye de régler ce problème. Hein. Mais avec des logements sûrs et accessibles, qui ne soient pas trop chers. Alors, ce qu'on a fait, c'est une collaboration avec IKEA. Vous savez que IKEA est une entreprise suédoise. Et avec IKEA, ils ont lancé ce projet. Il s'agit de maisons qui ressemblent à leurs meubles. En fait, ils ont créé un système modulaire et ils l'ont présenté la semaine dernière. Et en fait, l'idée, c'est de construire et d'assembler une maison le plus simplement du monde. Et ce qui baisserait les prix et ce qui permettrait d'établir une vie dans la ville beaucoup plus accessible, beaucoup plus souple et entre différentes générations. Donc, avec ce nouveau concept de maison, on résoudrait beaucoup de problèmes. Et c'est curieux que IKEA essaye justement de résoudre plusieurs sujets, plusieurs problèmes, mais c'est dû à la crise climatique, car les conceptions architecturales doivent être le plus simple possible et permettre de réutiliser les matériaux. Et c'est plus facile de le financer si c'est moins cher et si c'est simple. Donc, il est important de comprendre, d'explorer les possibilités non seulement de résoudre la crise climatique, mais d'autres crises telles que la crise du logement. Donc, vous me direz que cela, c'est une architecture pas fantastique, mais au moins, c'est un essai de résoudre ces problèmes. Un autre projet, c'est en dehors de Copenhague. Ça s'appelle les villages Regen. C'est une communauté. Enfin, c'est un petit village qui produit sa propre nourriture. C'est intergénérationnel. Et c'est une réponse à la crise sans limiter nos options et sans compromettre la qualité de l'architecture. Donc, ils ont commencé à construire un village
où l'on peut cultiver sa propre alimentation, sa propre nourriture. Ça s'appelle hydroponique ou je ne sais plus. On peut cultiver une salade dans ces systèmes de rayons très hauts. Et vous voyez ici par terre, il s'agit d'un espèce de bassin avec des poissons qui produisent, l'engrais. Donc, tous les gens contribuent à la création de l'alimentation et ça réduit les coûts et les coûts d'énergie. Et donc, cela donne un nouveau style de vie car la crise remet en cause la façon dont on vit. Donc, au lieu de dire ah c'est horrible, il faut baisser le chauffage et ne plus se baigner et faire des choses ridicules comme cela et être de moins en moins à l'aise, mais au contraire, on peut résoudre le problème de solitude que vit la société dans nos villes actuellement par cette création de villages en communauté. Et ce projet, ça vient d'un studio qui s'appelle Kobe. Martin en a parlé lorsqu'il parlait du projet d'échelle. Ils viennent de finir ce projet. C'est une station de chargement des véhicules électriques. Et ce sont des stations qui peuvent. C'est un système modulaire qui peut être monté et démonté partout. Et c'est un sujet récurrent, comme vous le voyez. C'est un système souple. Et c'est aussi conçu selon le même principe. Toutes les ressources que nous utilisons peuvent être réutilisées. Et c'est une pensée circulaire, en fait, qui a beaucoup de succès actuellement. Donc, il s'agit de reformer cet esprit structuraliste qu'il y avait dans l'architecture. C'est en fait la nouveauté, le dernier cri dans cette génération. Et ce qui est bien, c'est que non seulement ils en parlent, mais ils le font. Donc, cette idée de ce qu'une station essence pourrait être aussi un endroit de loisirs. Dans les villes post-industrielles, la transformation industrielle donnera des bâtiments qui peuvent être réutilisés. Évidemment, du point de vue de la perspective climatique, le pire à faire, c'est de détruire ce qui existe et de reconstruire. Donc, il y a un projet pour réutiliser toutes les anciennes installations industrielles. Et en fait, on suit cette devise selon laquelle les déchets de l'un peuvent devenir les trésors de l'autre. Et donc, cela devient, on peut transformer une installation industrielle en quelque chose de merveilleux. Et donc, voici une installation industrielle qui est reconstruite à Copenhague, pas assez, je dirais, mais cela se fait. Et elle redonne forme, ça redonne de la forme à la ville. Et ça, en fait, ces appartements sont les plus chers à Copenhague. Donc, je ne dis pas que ce sont des logements accessibles, mais au moins, ils sont durables. C'est déjà ça. Et ils sont très luxueux, car en fait, ils suivent l'échelle industrielle. Donc, vous voyez des logements très spacieux, car vous savez que le marché immobilier ne produit plus ce genre d'espace parce que ce n'est pas rentable. Donc, ici, on se rend compte que lorsque l'on transforme un bâtiment industriel, eh bien, on obtient un intérieur privé extrêmement luxueux. Et je dirais que cette combinaison en fait, c'est une situation où tout le monde est gagnant, car on réutilise un vieux bâtiment et on fait travailler sa créativité pour créer un espace qui résout un problème. La crise des villes post-industrielles, une ville avec son économie qui devient folle, eh bien, et ça fait 50 minutes. Eh bien, voilà. Et Ingrid, vous nous avez demandé, je ne sais pas si vous voulez le faire maintenant, vous nous avez demandé de montrer
quelque chose. C'est trop tôt là? Ah, c'est trop tôt. D'accord, d'accord. Alors, on retourne en arrière d'une image. Oui, maintenant, peut-être pourrions-nous demander si le public a des questions à poser. Vous pouvez les poser en français ou en anglais. Elles seront toutes traduites par les interprètes. Donc, si vous voulez approfondir quelque chose, n'hésitez pas à poser une question sur des aspects architecturaux ou des aspects plus urbanistes. Et peut-être moi, j'ai une question en fait. Si, on vous entend. Ah, pardon. Ah. Après, peut-être, ça va peut-être venir. Maybe there will be more questions coming. Oh yeah, there is one. Un micro. Micro, s'il vous plaît. Micro. Oh, sorry, I was putting this. Excusez-moi. Nous sommes désolés. Monsieur ne parle sans micro. Nous sommes incapables de traduire monsieur. Nous ne l'entendons pas. Le son n'arrive pas à la cabine. Oui, en fait, oui. C'est cher. Non, ce ne l'est pas. Et c'était possible de faire. J'ai été surpris lorsque j'ai vu les chiffres. Je ne me souviens plus exactement, mais c'était assez bon marché. Évidemment, l'endroit est incroyable, le quartier est incroyable, donc les prix augmentent, c'est juste au bord de l'eau, enfin c'est extraordinaire dans ce sens. Mais il est possible de faire cela bon marché, car mon idée, c'est de placer des maisons IKEA dans ces volumes. Moi, j'aimerais bien faire cela. Oui, on pourrait avoir 2 ou 3 niveaux dans ces grands volumes. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est ce que je voulais dire. On pourrait donc y loger plus de personnes dans ces grands volumes industriels. Bonjour. J'ai entendu le dernier intervenant, Christophe. Ça m'a intéressé parce que vous avez parlé dans le titre réussite et échec de la ville et de son état-providence. Alors, comment transformer un échec en une chance? Comment avez-vous fait chronologiquement? C'est quoi le réussite et l'échec? Quel était l'échec de la ville ou de Providence, disons? Oui, ben c'est ça le paradoxe, mais les chiffres sont là. Il y a une gentrification, donc des villes qui deviennent de plus en plus chères. Et de plus, l'empreinte carbone des villes est incroyable. C'est une grande ville, Copenhague, mais dont l'empreinte carbone est trop importante. Donc, il faut vraiment trouver une façon de construire parce que nous vivons dans une ville qui s'étend. Copenhague s'agrandit, c'est une ville qui a beaucoup de succès, donc, et on doit trouver de nouvelles technologies pour étendre la ville sans augmenter son empreinte carbone. Donc, c'est une espèce de crise. C'est en fait la crise typique des villes modernes. La façon dont on construit les villes modernes au bord de l'eau, comme les villes portuaires, bien ne sera pas durable quand le niveau de l'eau augmentera. Donc, même si maintenant c'est parfait, l'eau est propre, on peut tout y faire, on a des pistes cyclables partout, des beaux parcs, des logements luxueux, mais dans très peu de temps, en fait, la ville n'est pas prête à ce qui n'arrive. Et donc, c'est cela qu'il faut essayer de faire, se préparer pour cela. C'est pour ça que je parle de réussite, mais d'échec en même temps. Pourrions-nous dire que l'échec est dû au fait qu'à Copenhague ou dans toutes les grandes villes, nous ne sommes pas capables d'organiser une dynamique qui permettent aux gens de ne pas vivre dans les grandes villes. Nous avons les mêmes... et on peut construire ailleurs aussi, parce que pour que les gens voient qu'il y a aussi des endroits merveilleux qui peuvent être construits ailleurs et non pas seulement à Copenhague. Je ne sais pas si
C'est possible. Hein. Vous voulez que ce soit intéressant, de donner envie aux gens de quitter les villes? Oui, mais voyez, pour moi, la ville, c'est un mythe, mais c'est également quelque chose de très réaliste. Ça a à voir avec les institutions culturelles et la puissance des réseaux. Il faut être près des politiciens et des réseaux d'influence. Donc, être dans une ville, c'est essentiel si on veut avoir un certain style de vie et des possibilités, être près des établissements d'enseignement, etc. Donc, c'est une crise double dans la ville. Ça a trait avec l'adaptation au climat et aussi l'accessibilité à la ville. Donc, on voit, c'est pour cela que j'ai apporté ce projet d'IKEA, parce que je vois qu'il faut vraiment essayer de combiner les deux et de faire en sorte que ce soit accessible, mais c'est vraiment très difficile que ce soit accessible et aussi que ce soit bon pour le climat en même temps. Et l'architecture est une activité très conservatrice. C'est une forme d'art très lente, très conservatrice. La façon de créer de la valeur est très établie et il est très difficile de changer cela. Il faut changer de mentalité et la mentalité de beaucoup de personnes. D'après moi, quand je vois les jeunes architectes, ceux-ci investissent leur créativité en créant des projets qui nous offrent de meilleurs styles de vie que ceux que l'on a maintenant et qui résolvent ces deux problèmes. Eh bien, c'est fantastique, parce que je ne crois pas que, ou du moins pendant longtemps au Danemark, les architectes n'ont pas investi leur créativité pour résoudre des problèmes politiques ou sociaux. Ce sont de merveilleux designers et ils sont des très bons architectes, mais ils ne répondaient pas à ce besoin. Maintenant, ils le font. Yeah, it's Very really new. Oui, c'est vrai que c'est très récent. Mais oui, c'est le sens qu'il faut lui donner. Bon, désolé, je repose une question. C'est la suite de ce que vous disiez? C'est la suite de ce que vous disiez? J'apprécie que ce sont des initiatives relativement privées, n'est-ce pas, en partenariat avec des entreprises comme IKEA. Mais enfin, de ce que j'en vois, et je ne connais rien sur l'architecture, je n'étais que 2 petites semaines en architecture, je ne sais même pas de quoi je vous parle, mais il y a quand même des personnes qui peuvent se permettre d'aller dans ces maisons-là qui semblent solides, sûres, préconditionnées pour la crise climatique auquel nous avons à faire face. Une entreprise privée qui fabrique ces maisons portables, post-industrielles, ne semble pas... Je refais ma phrase. Elle se monte, elle se démonte, c'est ça? Il faut quand même du temps, il faut de l'argent. Il y a des gens qui ne pourront pas accéder à ce type de maison. Et bien sûr que dans le cadre que vous avez expliqué, les ouvriers iront où? Dans des maisons moins fortes, moins stables, moins sûres. Je ne comprends pas. Je ne sais même pas comment m'exprimer, mais je ne vois pas. Madame, avec un micro, madame, peut-être. Vous dire que c'est dans les mains d'entreprises privées simplement? Ça n'est que ça n'est qu'entre les mains d'entreprises privées, ce que vous nous montrez. C'est ce que je suis en train de vous dire. Ça a l'air superbe comme initiative. Ça a l'air attirant. Mais je vois exactement la perpétuation du rituel de construction, les pauvres contre les moins pauvres. Et les pauvres continueront donc d'aller dans des maisons qui seront à la merci de la crise. Je suis désolée, j'insiste, c'est complexe et je ne sais pas tout. Bah, écoutez, peut-être que ça devient politique, là. Mais pour vous répondre quelque chose, c'est aussi une question politique. Parce qu'il faut décider quel cadre on va utiliser, quel cadre on va établir au sein d'une ville, politiquement. Et bien sûr que les maquetteurs y répondent, le marché y répond, mais c'est une décision d'ordre politique. Quel développement souhaitez-vous pour votre ville? Mais bien sûr, bien sûr. Alors l'État est sous une certaine pression, vous savez, de tous ces lobbies politiques. Il y a 50 ans, là on avait un État plus fort, les choses étaient peut-être différentes. Et je crois qu'il est quand même possible de répondre politiquement à certaines des questions posées en effet, et on essaye. J'aimerais vous répondre. Non, ce ne sont pas des maisons instables, il n'y a pas de structure instable, il y a des structures
parfaitement bonnes. Et ce n'est pas du tout la classe ouvrière, ce sont des classes moyennes qui viendront. Et ce sont tous ceux, en fait, qui ne pouvaient pas vivre dans la ville auparavant. Donc, c'est une inversion de propos. Et ce ne sont pas du tout de mauvaises maisons. Le projet de logement est toujours difficile, en tout cas, quand on entre dans le détail. Mais l'idée, à la base, était d'avoir de bonnes conditions de vie, de bons standards. Et quand on regarde un petit peu le groupe qui a fait ce projet, ils ont travaillé avec la municipalité de Copenhague. Ce sont des maisons très bon marché, mais par contre, l'espace et la qualité de ces lieux est bien supérieure à certains des bâtiments les plus chers sur le port. Ce qui est sage, parce que sur le port, quand vous construisez là-bas des résidences, vous pouvez vendre tout ce que vous voulez. Vous en faites pas pour la qualité, parce que de toute façon, ça se vendra. Et quand vous avez ce type de maison, vraiment le budget est bas, donc il faut faire des efforts, il faut utiliser sa créativité dans ces moments-là. Vous savez, il y a 3,5 mètres de plafond, c'est énorme. Il y a des vitres, un espace incroyable, c'est de la qualité, c'est du luxe. Le sentiment est magnifique. Et le sentiment de qualité est supérieur à celui de maisons très chères sur le port. Et ça, ce sont des économies d'échelle. Mais aussi, il s'agit de voir dans quelle mesure les architectes ont investi. Est-ce qu'ils veulent faire des maisons portables comme ça? Tout le monde ne veut pas, tout le monde ne répond pas aux appels d'offres. Je dirais que les meilleurs architectes montrent leur meilleure créativité face à ce budget. Ça sera fantastique, je dois vous le dire. Et c'est au-delà de toute politique. Dans l'économie actuelle, c'est ce qu'il y a de mieux. Je vais sur cette même question un petit peu au-delà. Ce sont des infrastructures très intéressantes pour de nouveaux écosystèmes, pour lutter contre les inondations, et notamment ce que vous montriez. Le premier orateur nous montrait certains nouveaux plans. Dans quelle mesure le gouvernement de la ville, mais aussi le gouvernement municipal, soutiennent ces projets? Est-ce que c'est une politique derrière ces projets ou est-ce que c'est un projet de votre côté, ou est-ce que c'est une approche plus générale, donc d'ordre politique? Bien. Je vous ai dit que la municipalité de Copenhague a établi tout un plan pour s'adapter au changement climatique pour les 20 années à venir. Un grand nombre de ces projets sont donc non pas au niveau étatique, mais municipalité. Donc Copenhague, c'est un projet municipal, c'est de l'administration municipale en quelque sorte. Ça ne veut pas dire qu'au Danemark, l'administration municipale travaille différemment. Certains ont de bonnes stratégies, et c'est le cas de Copenhague, je dois dire. C'est une stratégie très ambitieuse, mais c'est une ville qui est relativement riche aussi. Et d'autres municipalités au Danemark n'ont pas ce même niveau d'approche face à ces problèmes. Très différent. Bon, et ça demandait aussi beaucoup d'inspiration de la municipalité. Et il y a des exemples où vraiment j'aurais pu vous montrer d'autres types d'inspiration. Quant à l'exécution de ces projets, elle est financée par la municipalité, oui. C'est le cas de la transformation de toute la proximité du port, d'autres dans le système. Vous vous rappelez, je vous ai montré la partie éducation et recherche. Ça, c'est financé par d'autres parrainages. Il y a de l'argent public et il y a de l'argent du marché privé aussi. Et parfois, c'est un mélange des deux. Si ce sont des infrastructures publiques, les voiries, les rues, alors là, c'est la municipalité qui va financer. Peter Helgeson, merci infiniment de ces présentations excellentes. Question sur la partie un peu historique. Jusqu'en 1970, vous savez que les classes moyennes danoises vivaient de façon très modeste, très pratique.
d'après le style international, conformément aux standards internationaux. Or, on a commencé à lancer des petits signaux d'alarme en quelque sorte. Et puis on a commencé le design dans le monde réel, le design danois. Et donc c'était une architecture qu'on a appelée collatérale pour faire face à un certain nombre de situations pour la modernisation du pays. Or, on voit maintenant, je suis soulagée de voir que les designers danois ont commencé à se lancer dans ces projets avec des explications. Pourquoi est-ce qu'il a fallu tellement longtemps qu'on aille d'être durable à nouveau être vraiment durable, ou d'essayer d'être durable à être vraiment durable? Pourquoi tant de temps? Bon, ça, c'est une excellente question. Peut-être que cela vient de la façon dont la profession réfléchit aux problèmes politiques. Enfin, dans le contexte de Copenhague, les universités, la façon dont on s'est centré aussi sur l'art. Vous savez, l'âge d'or du design danois, vous vous rappelez? Les années 60, les années 70, et la politique. Un grand nombre de nos artistes étaient diplômés sans avoir jamais rien dessiné. Par contre, ils écrivaient des manifestes, ça oui. Et puis, dans les années 80, 90, il y a eu la crise économique, 2008. Donc, on est devenu un petit peu introverti. Et puis, le côté artistique de l'architecture, on l'a un petit peu laissé de côté. Et puis maintenant, il y a une sorte de réveil, je dirais, de renaissance. On se sent sur la société, parce que la société en général voit l'attention se porter différemment sur elle. Et l'utilisateur final est en train de demander qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ce bâtiment est durable? Et puis les hommes politiques commencent à changer le cadre réglementaire, la loi, la réglementation en matière de construction. Autrement dit, la base conservative est lente à se réveiller, mais ça y est, on y est. Et je crois que la crise financière a montré ses preuves pour beaucoup d'architectes. Ce qui me rend optimiste, c'est qu'on voit vraiment un système transgénérationnel. Il y a des jeunes architectes qui pensent comme cela, mais c'est devenu transgénérationnel. Vraiment, vous savez, au cours des dernières lignes architecturales, nous essayons tous de réorienter nos affaires, nos activités, notre créativité. C'est un changement massif, massif. Et ça va vraiment changer l'architecture danoise. Oui. Merci pour cette superbe question. Et je pense que c'est une question qui s'applique à la crise climatique en général. Il y a eu tellement depuis des décennies maintenant d'informations sur le changement climatique ou les menaces, on n'y a jamais répondu. Bon, ça c'est une question d'ordre général. Comment passer de la connaissance à l'action? Qu'est-ce qu'il faut pour faire quelque chose après, pour agir? Eh bien, l'une des explications, c'est que maintenant les gens ont besoin de preuves. Ils ont besoin de ressentir l'impact dans leur propre vie de tous ces points-là. Un des exemples de ce qui a déjà changé, c'est en train d'ailleurs à Copenhague. Même si la municipalité avait déjà commencé à lancer sa stratégie d'adaptation climatique dès 2010, eh bien tout de suite après 2011, il y a eu des pluies terribles qui ont inondé tellement de caves, de rues, qu'elles ont provoqué ces inondations des dégâts. Je crois que c'était 1 milliard d'euros, je me souviens plus. C'est combien, 1 million? 1 million, 1 milliard, je me souviens même plus. Bon, enfin vraiment quelque chose de très, très, très coûteux. Et ça a fait changer l'état d'esprit bien des personnes. Et les politiques ont commencé à penser quelles actions devaient être prises pour y remédier. Sinon, on aurait des incidents semblables qui se recréeraient et qui se répercuteraient dans de nouveaux dégâts. C'est un point de vue très rationnel de ne simplement pas subir les mêmes pertes. Mais il fallait qu'il y ait cette image, ou ces images de rues inondées, de caves inondées, que vraiment on se lance dans l'action. La question en français. Moi, je me dis, en fait, c'est bizarre, c'est plutôt une réflexion qu'une question.
je me dis qu'on n'arrive pas à dépasser une certaine idée. Je reviens un petit peu à votre intervention, madame. Pourquoi est-ce qu'on se contente toujours à vivre dans les villes et on n'ose pas aller dans des zones désertiques? Là, je viens de discuter au Salon du Livre avec quelqu'un qui vend un livre sur un petit cinéma à Laval qui est en Mayenne. Ça paraît le bout du monde d'habiter en Mayenne, à Laval. Et on n'arrive pas quand même à dépasser, puisqu'on se concentre tous dans les villes. Bon, là, je prends l'exemple de la France française, autour. Je prends l'exemple de la Bretagne, de Rennes. On voit bien qu'il y a des villes qui commencent à se développer autour de Rennes. Ça désertifie même des villes à 40 km de Rennes. On sent bien qu'il y a toujours ce côté-là. Tout le monde va au même endroit, même le week-end. Tout le monde va au bord de la mer. Personne ne va plus dans le Lot, par exemple. Je ne connais pas du tout le Lot, mais il y a une espèce comme ça de truc là. Quand j'ai discuté 10 minutes avec cette femme de Laval, je me dis, mais même moi qui suis native à 20 km en Bretagne, mais Laval, ça me paraît insurmontable. Et du coup, on se retrouve tous, enfin voilà, moi je connais rien non plus en architecture, on se retrouve tous dans les mêmes villes. C'est comme une idée, on n'arrive pas à se dépasser soi-même pour se dire que, en fait, il pourrait quand même y avoir peut-être un petit peu d'activité. Je suis sûre qu'il y a des associations culturelles formidables dans plein d'endroits de France, mais on veut et on a peur de partir de Paris. Tout le monde va à Bordeaux, Nantes, Montpellier, bientôt peut-être Rennes ou pas, ou d'autres villes. C'est toujours les mêmes villes qui sont désertiques. Je sais pas. J'ai pas d'explication. Je suis pas du tout dans le secteur. Hein, c'est une réflexion. Yes, but I'm guessing. Okay. Alors, ma réponse allez-y, madame. Allez-y, madame. Ma réponse est donc, j'ai l'impression que votre commentaire, d'abord, il est complexe. Il y a tellement de facteurs impliqués. Oui, mais c'est une question d'aujourd'hui, même si elle est banale. Vous voulez prendre un train plutôt que prendre, je sais pas moi, l'avion pour aller d'un point à l'autre, on se rend compte qu'il n'y a plus de train de nuit. Voilà un truc. Donc vous pouvez vous rendre compte qu'on a, d'une certaine façon, créé une économie de masse. Donc cela va dans un sens. Et ce que Martin et Christopher vous ont décrit, c'est un nouveau paradigme. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est un fait. C'est un nouveau paradigme et il va falloir qu'on change tous. Eh bien, c'est là le début de réponses qui peuvent choquer certains. Certains l'aimeront, d'autres l'aimeront pas, trouveront que ça n'est pas bon. Mais le fait, c'est qu'il faut changer comme cela. Il faut changer. Et bien sûr qu'il faut prendre en compte aussi la crise, le changement climatique. Et en prenant en compte aussi toute la composante sociale. Et donc, eux ont souligné, même sans être dans le milieu politique, qu'on aime, qu'on n'aime pas, je ne sais pas l'esthétisme du projet ou non, il va falloir s'y adapter. Et collectivement, il faut commencer à penser à ces problèmes. Et Christopher vous l'a très bien dit, et Martin aussi. Ça a commencé au Danemark. C'est ça qui est étonnant à Copenhague, parce qu'en tant que citoyen, parce que je suis ici avec 2 spécialistes de l'architecture, mais des citoyens aussi. Ils utilisent des changements incroyables. Vous verriez la vie comme elle a grandi, que c'est très impressionnant. D'abord, merci de ce commentaire. Je suis assez d'accord avec vous. La question de tout ce qu'on appelle les zones plus lointaines, ce qui est non urbain, on va dire, dans un pays. La tendance en France, vous savez, on la ressent au Danemark aussi. Et puis on la ressent aussi depuis la crise, comme bien des personnes l'ont déjà souligné ailleurs. Mais une des raisons pour laquelle on regarde ce qui se passe dans les villes, surtout, d'abord, c'est qu'il y a une concentration de finances, de population, mais de finances surtout, et c'est là où les choses sont construites. Et puis, à l'extérieur, qu'est-ce que l'on a? On a des villes de plus en plus rétrécies, on a trop de bâtiments, parfois dans certaines toutes petites villes. Et donc, c'est un défi complètement différent. Est-ce qu'il faut les démolir? Est-ce qu'il faut les abandonner?
Est-ce qu'il faut, je sais pas, laisser de côté certains villages? Est-ce qu'il faut construire d'autres villages? Mais pourquoi? Avec quelles ressources? Donc c'est une question complètement différente dans le monde rural que dans le monde urbain. Vous verrez que dans certaines zones, on a le potentiel de redévelopper, de revigorer, de rajeunir certaines petites villes, par exemple par le tourisme. Et ce sont bien des projets dans certains endroits, mais établir, je ne sais pas, de nouvelles industries, de nouveaux endroits où les gens vont aller travailler, c'est très, très difficile à cause de ces infrastructures suite aux crises. Et puis la capacité d'attirance qu'ont maintenant les centres urbains. Bien, en l'absence de questions, il ne me reste plus tellement de temps. Et Martin et Christophe ont pris du temps pour rassembler d'autres diapos afin que vous puissiez voir un petit peu d'autres exemples. Would you like that? There's 2 mics. Here. Yeah, actually, I think Bon. Ingrid nous a demandé si on avait des projets préférés. Et ça reprend très bien la discussion qu'on vient d'avoir là. Parce que nous avons chacun pris des projets à l'extérieur de Copenhague, l'extérieur des villes. Voici un projet ici. J'y pas allé, mais vous verrez qu'il a l'air très très beau comme projet. Alors, Ringkøbing, c'est dans la partie ouest du Danemark. Vous savez que Copenhague est sur la côte est, et ça c'est sur la côte ouest. Très très rural. Un projet qui a été parrainé par une fédération privée. Ils ont souhaité créer des installations pour du tourisme dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de tourisme, il n'y a même pas grand-chose. Et dans une économie de stagnation, il fallait faire quelque chose. C'est Johansson Skosta, un très jeune atelier au bureau cabinet d'architecte, qui a créé ou qui a inventé ces structures très légères. Vous savez, pour aller regarder, il y a tellement d'oiseaux que les gens vont observer les oiseaux. C'est un observatoire à oiseaux vers la côte ouest, je le répète, du Danemark. Il y a beaucoup, beaucoup d'oiseaux. Et voilà, donc c'est un observatoire à oiseaux. Ils ont réhabilité des structures existantes. Bon, vous ne les voyez pas là, mais c'en est un exemple. C'est quelque chose de minimal pour commencer, mais qui met en valeur cette zone. Et puis ça améliore le paysage, parce que cela ajoute très très minimal, mais plus que minimaliste, c'est presque industriel. C'est comparable à certaines structures rurales que l'on peut voir, je ne sais pas, autour des fermes, autour des exploitations. Mais par cette simplicité, c'est triangulaire, regardez. Il y a une petite cabane là-haut. C'est très, très beau, très simple. Et ça ajoute de la qualité à une zone qui se débat. Et je crois que cela permettra d'attirer des gens et donc créer de l'emploi sur place. Merci de ces commentaires. Les villes sont un problème, une partie de la solution en termes d'assurance, d'économie, d'attractivité. Elles semblent attirer les gens. Or, le concept de base d'une ville, qu'est-ce que c'est? Je ne pense pas que c'est quelque chose qu'on pourra quitter tout de suite. Le président de Mercedes-Benz parlait de voitures, qu'on allait conduire, de la mobilité, etc. Et il a dit, enfin c'était une prévision, que d'ici 15-20 ans, il y aura des voitures donc, qui se conduiraient toutes seules, des voitures autonomes. Et donc, on pourra sortir de la ville, se lever tôt le matin, rentrer dans votre voiture, vous pourrez commencer à travailler dans votre voiture ou dormir, qu'importe, avec un petit changement mentalement, donc de mobilité, et sortir de la pression des villes. Je crois que cela permettra des changements. Alors pour l'instant, les villes font partie quand même de la solution. Et vous savez, vivre comme ça, ce qu'on appelle de façon compacte, donc vous connaissez un petit peu les villes qui s'étendent en longueur en Amérique, les gens qui se concentrent dans des villes, ça c'est en vertical, et puis en Amérique, les gens qui s'éparpillent. Moi, je vous ai choisi autre chose, regardez, vers la côte ouest du Danemark.
Qu'est-ce que l'on appelle cela en anglais? Le lieu, comment ça s'appelle? Non, non, c'est un endroit très spectaculaire. Qu'est-ce que c'est? C'est une côte, le long de la côte. Le cabinet s'appelle Dotoment. C'est de l'artisanat. Ah, c'est de l'artisanat local qui transforme ce bâtiment spectaculaire, qui a transformé ce bâtiment en un bâtiment spectaculaire. C'est une fondation privée. Donc, c'est un développement régional par un investissement privé. C'est une fondation. Danemark. Donc, vous savez que les fondations sont de financement privé. Elles sont très, très importantes pour l'économie, pour la qualité du design. Et un grand nombre de projets ont tout cet élément de fondation. Ça fait partie donc de l'écosystème de la finance et de l'architecture. On n'en a pas parlé, on n'a pas le temps, mais c'est très important. Et ils investissent beaucoup dans ces fondations, dans les développements régionaux. Ça protège ceux qui y travaillent. Et cela va à l'encontre du mouvement vers les villes, justement. L'architecture est vraiment un moteur, en quelque sorte, de la vie sur place. C'est à l'extérieur, une zone très rurale. Et c'est un mouvement très positif, architectural aussi. Bon, on manquait de temps parce qu'on a presque terminé maintenant. Une petite question, une dernière question. D'après ce que vous nous avez montré, les générations antérieures d'architectes, Jan Goodson, vous avez mentionné un autre architecte, Len Tranberg, une femme, a dit combien elle était inspirée par les œuvres. Je sais comment travailler avec des métaphores afin que chaque bâtiment contienne son propre narrative fantastique. Est-ce que vous pensez que l'architecture contemporaine au Danemark peut nous faire rêver? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui représente une identité et un avenir international? Ah, ça devrait en tout cas, ça devrait nous faire rêver. Parce que c'est une forme d'art qui montre la fantaisie ou comment le monde, une fantaisie ou comment le monde pourrait être. Vous savez, chaque projet architectural a un rendu avec les dessins, les plans, etc., qui va au public et représente une image de l'avenir. Et ça, c'est une grande responsabilité que nous avons. En parlant de générations plus jeunes d'architectes, ils ont vraiment compris la logique de la nouvelle réalité, des nouveaux médias. Il y a des storylines, des punchlines. C'est la génération que j'appelle mégaphone. Ils ont compris. Ils comprennent tellement le narratif. Vous vous rappelez là le grand bâtiment que je vous ai montré? C'est hédoniste, c'est utopien et c'est pragmatique, c'est réel. Et puis, ils nous séduisent ainsi. D'ailleurs, ils doivent nous séduire. Ils doivent essayer de nous séduire par l'architecture, par ce narratif, pour nous introduire vers un avenir meilleur. Donc, on peut être très fier de ce qu'il faut. Il y a beaucoup de discussions sur ce qui est fait actuellement, notamment le design. Le design dans la centre-ville, ça fera des discussions, vous verrez dans la presse écrite, parlée, partout. Mais ils essayent de formuler une image de l'avenir. Et c'est peut-être naïf, mais c'est superbe. Qu'ils continuent de le faire. Quand vous regardez certains des projets que nous avons présentés, on voit que l'attention est portée à l'aspect métaphysique ou le potentiel de l'architecture à créer un sens symbolique à cette création qui permet aux gens de voir que certains de ces projets architecturaux articulent ou réouvrent donc vers des
paysage, vers le ciel, la façon dont les matériaux, la matérialité réintègrent la nature, toutes ces plantes, vous vous rappelez, qu'on vous a montré tout autour des bâtiments, qui s'ouvrent vers vous avec une activation de tous vos sens. Eh bien, c'est cette esthétique qui a un sens symbolique et qui est bien représentée, je crois, par certains des projets que l'on a vus et par certains architectes sur la scène de l'architecture contemporaine nordique. Thank you. Yes, thank you very much.